Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour prolonger la réflexion après ce film Long Lie Love, un film tout à la fois sur la vie avec la maladie, bien sûr, mais aussi sur la jeunesse, sur la relation parent-enfant. Un documentaire, on y a suivi deux héroïnes, si on peut les qualifier de la sorte. D'une part, Rosemary, une adolescente qui est dans une période de rechute de la maladie, et d'autre part, voilà, la maman de Rosemary qui a des sentiments, on va dire, contrastés par rapport à cette situation. Pour dialoguer aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau virtuel, voilà, en raison de la situation sanitaire, Isabelle Aujoula, professeure à la faculté de santé publique de l'UC Louvain, à l'Institut de recherche santé et société, et Isabelle Badeau, psychologue au département d'hémato-oncologie pédiatrique du CHR et du CHU de Liège. Alors, Isabelle Badeau, j'ai envie de commencer avec toi, avoir peut-être ton regard de psychologue. Euh, Quel est ton regard de psychologue justement sur ce film? Alors moi, j'ai vraiment apprécié ce film par tout ce que ça montrait, comme on vient enfin, comme on vient d'en parler quelques minutes avant, sur toute la vie que ça ramenait et toute la dynamique familiale qu'on pouvait voir. Ce film, il aborde beaucoup de thèmes puisque, en effet, ça ne s'agit pas d'une maladie qu'on vient d'annoncer chez une adolescente, il s'agit d'une rechute. Donc, on peut imaginer comment la maladie a déjà coloré toute la structuration familiale et les liens qui ont pu s'établir déjà depuis l'enfance. On peut imaginer aussi que cette confrontation à la maladie a pu euh, amener des sentiments particuliers chez les parents et notamment chez la maman avec une certaine angoisse, et puis chez cette jeune fille avec peut-être de l'angoisse, mais à certains moments de la banalisation aussi, et l'envie de reprendre sa vie et de reprendre possession de sa vie d'adolescente. Voilà, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont abordées, beaucoup de thèmes dont on va pouvoir parler. Voilà. Effectivement, il y a l'idée de reprendre possession de sa vie comme adolescente, le système familial qui est impacté, qui a été construit à travers cette maladie. Isabelle Aujoula, quel regard portes-tu, toi, sur ce film, de façon générale, avant qu'on entre un peu plus, effectivement, dans certains thèmes? Ben moi aussi, j'ai beaucoup apprécié ce film. Je trouve que c'est un film plein de vie, un film qui a un rythme qui nous emmène en fait dans la vie d'une adolescente, d'abord d'une adolescente. Il se trouve que c'est une adolescente avec une maladie et une adolescente, comme le disait Isabelle, dont l'histoire est déjà marquée par la maladie dans l'enfance, mais c'est une adolescente qui vit une vie d'adolescente et puis qui fait des liens entre différentes dimensions de sa vie. Il y a des moments dans le film où on est dans son présent, il y a des moments où on retourne en arrière, il y a des moments où on voit sa mère et on s'identifie à sa mère. Voilà, moi j'étais très touchée par cette mère en fait qui est tout le temps présente, qui est tout le temps là quand sa fille est malade et qu'il faut la soigner. Alors c'est différent quand on soigne un enfant petit et quand on soigne un enfant qui est plus grand, un adolescent. Et cette mère, en fait, elle dit aussi sa souffrance et son combat, son épuisement qui est ressenti douloureusement par sa fille d'ailleurs, et par rapport à notre système de santé, aux soins qui sont donnés aux enfants et adolescents qui vivent avec une maladie chronique. Ça m'amène à me poser la question aussi des soins qu'on apporte ou qu'on n'apporte peut-être pas suffisamment aux parents, aux aidants proches de personnes qui ont une maladie. Et on sent tellement que cette jeune fille dit qu'elle a besoin que sa mère soit heureuse. Elle dit tantôt elle peut être rayonnante et elle a une lumière qui attire tout le monde à elle, et puis à d'autres moments elle est éteinte et c'est pesant. Elle lui reproche d'être
d'être au lit. Et voilà, c'est une première chose que j'avais peut-être envie de relever, même si le film et la narration vient de l'adolescente, c'est aussi le projecteur que ça met sur les possibilités, les difficultés des parents qui, dans ces situations, doivent aussi réconcilier une identité de parents et une identité de soignants. En effet, moi en tant que spectateur, j'ai vraiment été enfin, mon attention a été très portée sur cette relation enfant, parent, mère-fille, où il y a un mélange enfin, plus qu'un mélange, mais il y a beaucoup d'amour. Et en même temps, on a l'impression qu'elles sont continuellement en train de se disputer devant la caméra. Isabelle Badeau, comment qualifieriez-vous cette relation? Alors, moi, je voyais aussi, on sait que quand un enfant est malade, il y a évidemment parfois des processus qui ne se font pas de la même manière ou pas aussi intensément que ce qui devrait arriver. Hein. Quand un enfant est malade, en effet, les parents sont sont très présents et donc c'est difficile de se séparer de la symbiose. Il y a même un renforcement de la symbiose mère-enfant. À l'adolescence, on doit pouvoir se séparer. Et se séparer quand on est complètement unis, ça ramène de la violence. Je pense que ça amène vraiment de la violence. Et on le voit dans le film, hein, qu'il y a cet amour et cette espèce de besoin de prendre de la distance et qu'on ne sait pas très bien comment faire, puisque chaque fois qu'on fait quelque chose, on a l'impression de blesser l'autre. Et donc, voilà, moi, je vois toute la culpabilité que j'entends chez les adolescents quand ils disent, en effet, je suis mal, mais à cause de moi, mes parents sont mal, et donc je porte la responsabilité du mal-être des miens, que j'aime. Je veux qu'ils aillent bien, et en même temps, ça dépend de moi, et en même temps, ça ne dépend pas que de moi. Comment je fais? Et on sent ces mouvements comme ça qu'on a déjà chez les adolescents, de je te retire et je te repousse. Il y a un mouvement continuel, hein, comme tu le disais, Isabelle, on voit vraiment, c'est... Je dis que ça a été renforcé probablement par le fait que cet enfant était malade petit et qu'il y a eu cette angoisse majeure pour sa vie, parce qu'à partir du moment où on annonce une maladie grave chez un enfant, je pense que la question de la mort, elle est toujours présente et que cette angoisse-là, elle est là. Oui, j'avais envie de rebondir un peu, Maxime, si tu permets, sur cette culpabilité, effectivement, qui est rendue visible dans ce film. Et puis, à un moment, elle parle avec une de ses copines, puis elle montre des photos de ses parents quand ils étaient jeunes. Et moi, ce qui m'a frappée à ce moment-là, c'est qu'elle montre des photos de sa mère et qu'elle parle de sa mère et qu'elle dit des choses d'elle qui ne correspondent plus à l'image qu'elle nous donne d'elle aujourd'hui, en disant c'était une rebelle, elle était libre, elle avait envie de faire plein de choses, etc. Et puis elle est tombée amoureuse de mon père, et puis je suis arrivée, et puis du coup c'est comme si elle avait déjà été interrompue dans sa vie une première fois par cette grossesse qui est arrivée très tôt, et ensuite il y a la maladie qui interrompt de nouveau une première fois avec le premier épisode de maladie, puis une deuxième fois à l'adolescence. Et on sent effectivement chez cette jeune fille que ça peut être pesant pour elle, même si elle ne le dit pas comme ça, peut-être un sentiment de redevabilité ou quelque chose comme ça à l'égard de sa mère, dont elle est probablement pas consciente, mais ce besoin qu'elle a que sa mère soit heureuse, qu'elle sorte de son lit, comme elle le dit, on sent qu'elle a besoin de ça pour aller bien elle-même. Et tu parlais, je crois, de ping-pong entre les deux. Moi, il y a une phrase, un échange très court que j'ai adoré vers la fin du film. C'est quand la mère lui dit ou redit mais j'ai failli te perdre, et puis qu'elle lui dit mais tu ne m'as pas perdu, et donc voilà, allons de l'avant et dépassons cela. C'est comme ça que je l'entends en tout cas. Oui, effectivement, comme tu le dis très bien, Isabelle Ojula. Je suis obligé de chaque fois dire le nom de famille, hein, vous aurez remarqué qu'il y a une Isabelle. Il y a des choses complexes et des processus de culpabilité ou de culpabilisation de poids qui
que l'enfant doit porter sur ses épaules, d'interrompre effectivement parfois presque la vie du parent, de la mère. Isabelle Badeau, ça c'est des choses que vous observez en consultation et sur lesquelles vous agissez au sein de votre pratique? Oui, c'est des choses qu'on observe évidemment en consultation. Enfin, alors, moi, vraiment, je fais la différence quand un enfant arrive en bas âge ou quand il arrive adolescent. Pour moi, c'est assez différent parce que l'enfant petit va avoir besoin de ses parents sont là, présents et c'est pas facile du tout, mais en tout cas, il y a une présence qui est celle dont il a le plus besoin. Et puis les adolescents arrivent et là, ce dont ils ont le plus besoin, c'est de leurs copains, de leurs copines, de leur père pour pouvoir continuer à avancer. Et là, c'est parfois difficile parce qu'évidemment, les parents, pris dans leur angoisse, dans leur réalité, dans ce qui vient de s'abattre sur eux, parce que c'est vraiment ça, c'est un coup de massue, eh bien, ils vont j'ai presque envie de dire réavaler leur adolescent parce que c'est vraiment les reprendre comme des petits et leur demander de régresser, de venir se remettre sous leur aile pour pouvoir les protéger. Et ça, oui, c'est des choses qu'on travaille, essayer de. Alors, tous les parents ne font pas ça. Il y a des parents qui restent très, 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 très. Enfin, qui travaillent beaucoup leurs angoisses parce que, je veux dire, ils sont tous attentifs, mais certains comprennent l'enjeu de travailler ces angoisses et de pouvoir laisser leur enfant et continuer à avoir des liens. Mais quand c'est un peu. Et je sais que pour les adolescents, c'est très difficile la situation sanitaire actuelle, par exemple, parce que non seulement ils ont dû faire attention tout le temps, puisqu'ils doivent faire attention par rapport à leur immunité, etc. Actuellement, ils sont doublement, ils le disent comme ça, d'ailleurs certains l'ont dit, on est doublement punis parce que quand on est enfin relibéré, on a des meilleurs globules blancs, on peut ressortir, revoir des copains, on ne peut pas parce que la situation sanitaire fait qu'on ne peut pas. Et donc, et pour les parents, il y a une angoisse supplémentaire aussi, évidemment, à les laisser repartir vers l'extérieur. Or, c'est de ça dont ils ont besoin. Alors, heureusement, on a des outils maintenant, heureusement, il y a Internet, heureusement, on a quand même des contacts, heureusement, ils arrivent à garder du lien, mais c'est un lien qui reste quand même pas suffisant, pour moi en tout cas, pas suffisant. Donc, on travaille avec les parents sur Alors, il faut travailler sur deux choses pour moi. Il faut travailler sur comment garder des repères, des limites, parce que quand un enfant est confronté à une maladie grave, justement, cette peur de la mort fait souvent qu'on se dit non, mais je vais le laisser faire ça, je vais le laisser faire ça, je vais le laisser faire ça parce qu'il est en danger, ce qui amène beaucoup d'angoisse chez les enfants et notamment chez les plus petits. Donc, qui maintiennent des limites et en même temps qu'ils aient la souplesse par rapport aux adolescents au niveau des liens et au niveau de la place qu'il faut occuper auprès d'eux. D'accord. Alors, j'ouvre une parenthèse pour signaler aux spectateurs qui peuvent utiliser le chat en haut à gauche de leur écran pour nous poser des questions au fur et à mesure. Isabelle Ojula, tu soulignais la difficulté pour les parents de concilier une identité de parents à la fois soignants, et notamment pendant toute l'enfance où ils se sont occupés des soins de leurs petits, qui est une identité de parents, et notamment peut-être à l'adolescence où le jeune s'autonomise. Ça, est-ce que si ça existe dans les enquêtes, dans le travail de recherche notamment que tu mènes, est-ce que c'est quelque chose que tu retrouves fréquemment? Est-ce que des dispositifs existent pour ces parents ou est-ce que justement des manques sont signalés? Quel est un peu l'état des connaissances en la matière? Alors, je vais peut-être faire d'abord un détour par la question de l'identité de l'adolescente ici, de Rosemary, avec quelque chose que j'ai aussi entendu et vu dans le film qui fait écho à des recherches, c'est cette notion de la place que prend la maladie dans l'identité personnelle. Et là aussi, j'ai souligné un moment quelque chose qu'a dit Rosemary quand elle parle de ses relations avec ses amis. Elle dit qu'ils sont vraiment essentiels pour elle, que grâce à eux, elle ne se sent pas seule, et qu'ils représentent, elle dit, toute ma vie. Et puis, juste après, on la voit dans le tram ou dans le bus, elle va à l'hôpital pour un contrôle,
Et elle dit, en même temps, j'ai quand même ces contrôles à faire. Je n'oublie pas, mais j'essaye que ça ne prenne pas trop de place. Et je regarde mes notes. Je fais en sorte de ne pas me laisser atteindre par ça. Et je trouvais que ce film est aussi une très belle illustration de cette tension dans la construction identitaire quand on vit avec une maladie. Et c'est vrai ici à l'adolescence, mais c'est vrai, je pense, de toute personne qui vit avec une maladie. C'est de se construire avec une identité qui intègre la maladie comme faisant partie de soi, mais de faire en sorte qu'on ne se soit pas réduit, on ne se perçoive pas comme étant réduit ou ayant une identité qui soit réduite à la seule maladie. Alors, il y a un concept qui désigne ça, qui est la notion de centralité de la maladie dans l'identité. Et on voit bien ce mouvement ou cette tension entre des dimensions de moi qui ne sont pas malades et puis moi qui suis malade. Et tout ça, ça doit cohabiter dans un tout qui me permet de vivre en ayant une bonne image de moi et puis suffisamment d'énergie et de motivation. Et il y a pas mal d'études sur cette question-là, à l'adolescence, avec la maladie, sur la question identitaire, depuis, je dirais, peut-être une quinzaine d'années. Il y en a beaucoup moins sur le parent et le travail identitaire auquel est confronté le parent avec la maladie de son enfant. Et je sais qu'en France, à Lyon, il y a une équipe qui est, voilà, des collègues assez précurseurs sur des questions de répit des parents qui vivent avec un enfant malade et de l'éducation thérapeutique dans ce contexte, et qui mettent en place des interventions qui sont aussi, qui ont pour ambition de soutenir le parent dans cette construction identitaire avec un enfant malade. Et moi-même, dans le cadre d'une recherche que j'ai eu la chance d'accompagner, qui était menée par une jeune collègue qui travaillait d'ailleurs avec votre institution, Isabelle, voilà, qui s'intéresse au répit pour les parents qui vivent avec des enfants malades. Dans le cadre de sa recherche, des parents ont pu s'exprimer sur le fait que pour pouvoir demander de l'aide et puis pouvoir accepter de confier son enfant à des services capables de l'accueillir, il faut avoir pu séparer en soi l'identité d'aidant, l'aidant de son enfant, moi je dis le soignant de son enfant, on peut dire aussi l'aidant de son enfant, et l'identité de parent. Et en tant que parent, ça peut être difficile de demander de l'aide parce qu'on peut être culpabilisé, indépendamment du fait qu'on puisse être inquiet sur le fait que d'autres personnes ne puissent pas s'occuper de l'enfant. Et donc, il y a vraiment tout ce travail de tension entre ces différentes identités et le besoin de le réconcilier. Et ça, effectivement, c'est aussi travaillé à l'heure actuelle par cette jeune collègue que je mentionnais à l'instant, qui s'appelle Anne-Catherine Dubois. Mais c'est des travaux encore assez innovants et émergents. C'est pas encore beaucoup travaillé à ma connaissance. Et justement, Isabelle Badeau, ce travail de construction identitaire de l'adolescent, j'imagine que vous, en tant que psychologue, vous y êtes confronté, ou en tout cas, vous vous accompagnez ce processus, peut-être des parents aussi de trouver leur place, leur rôle. Concrètement, pour que les spectateurs comprennent bien, comment on peut accompagner, soutenir, que ce soit les jeunes, les parents ou tout le monde ensemble dans ce processus? Est-ce que ça se fait par je ne sais pas moi, de la psychanalyse, par des interventions brèves? Est-ce qu'on voit toute la famille ensemble, les parents d'un côté, les jeunes ensemble? Comment ça se déroule concrètement? Alors, c'est une question difficile parce que je crois qu'on essaie de s'adapter à chaque famille et que les besoins d'une famille ne sont pas les besoins de l'autre. On n'a pas une sorte de famille, on a autant de sortes de familles qu'on a d'enfants malades, qu'on arrive à un moment de leur histoire, un moment particulier, il y a tout ce qui s'est construit avant.
ce qu'on va faire avec une famille n'est pas ce qu'on va faire avec l'autre. Ce qu'on va faire avec un adolescent, avec un enfant, n'est pas ce qu'on va pouvoir faire avec l'autre. On a la chance de travailler dans des équipes pluridisciplinaires. Donc, il y a vraiment des gens qui... Enfin, on travaille vraiment en lien. Et pour moi, ça, c'est vraiment important. C'est de travailler au sein d'une équipe et de pouvoir compter sur l'équipe, tant les médecins, les infirmières, mais aussi les kinés, la psychomotricienne, la logopède, la neuropsychologue, enfin, tous ces gens qui sont là, et on va tous chacun participer au soutien des parents dans leur fonction de parents. Voilà, moi je suis formée plutôt en thérapie familiale, donc mon accent est plutôt mis sur les familles. Je pense qu'aider un enfant sans soutenir ses parents, c'est un peu enfin voilà, on peut pas, pour moi, c'est impossible de soutenir un enfant si on ne soutient pas son parent. La plus grosse inquiétude des enfants, c'est qu'est-ce que devient mon parent? Un enfant qui est confronté, par exemple, à une fin de vie, les questions qu'il me demande souvent, c'est est-ce que parfois, toi, tu vas continuer à voir mes parents si moi, je ne suis plus là? Donc, à quel point c'est important qu'on soutienne les parents. On a besoin d'eux parce que d'abord, ils ont un regard qu'on n'a pas. Ils ont une connaissance de leur enfant qu'on n'a pas. Et puis au quotidien, c'est eux. Donc, on doit à la fois préserver leur capacité à rester parents, parce que c'est de ça dont l'enfant a besoin, les préserver par rapport à leur rôle de soignant, parce que je pense que s'ils peuvent collaborer, ils ne doivent pas remplacer le personnel soignant. C'est pas leur rôle, c'est pas ce qu'on doit leur demander. En tout cas, pour moi, c'est pas ça qu'on doit leur demander. On doit travailler en collaboration avec eux, parce que sans eux, je pense qu'on ne sait pas travailler. Mais pas en confondant. Il faut que chacun garde son rôle quand même. Et donc, c'est tout le travail qu'on va faire, c'est essayer de chacun trouver la juste place, en soutenant au maximum d'ailleurs, de façon à ce qu'ils puissent rester présents, parce qu'ils sont confrontés, il y a l'enfant malade, mais il y a les fratries. Il y a la fratrie de l'enfant malade qui est là, qu'il faut continuer à soutenir. Quand on est parent face à un enfant malade, la priorité, c'est l'enfant malade. Combien de papas, combien de mamans me disent « j'ai l'impression d'être coupée en deux, je ne sais pas où est ma place, je ne sais pas comment faire parce que je veux être ici, mais je veux être aussi avec le petit dernier, il y a un bébé à la maison, mais comment je fais? Je dois le confier à ma mère, à ma belle-mère. » Et encore, parfois, c'est à une voisine, c'est à un inconnu, à quelqu'un qu'on connaît peu en tout cas. Donc, je pense qu'on doit soutenir les parents et qu'on ne peut pas ne pas travailler. Enfin, c'est impossible de travailler sans eux. Pour moi, c'est impossible. Donc, travailler c'est la vision globale, en tout cas la vision familiale, me semble vraiment importante. Alors après, il y a répondre à chaque, essayer, tenter, en tout cas, de soutenir chaque besoin spécifique. Pour moi, à l'hôpital, il y a aussi l'importance que l'enfant garde confiance dans ses parents, dans l'équipe médicale, mais en lui-même. Enfin, comme tu le disais tantôt, Isabelle, l'importance de ne pas être vu comme une maladie, mais comme une personne à part entière qui garde des capacités à réfléchir, à penser, à vivre, à partager. Voilà, alors comment on le fait? Il y a plein de façons de le faire. On essaye de le faire au mieux avec différentes techniques, différents moyens, avec une famille, on va vraiment travailler en thérapie familiale. Avec une autre famille, on va travailler plutôt soutenir un enfant, soutenir une maman, de façon à ce qu'elle puisse rester auprès de son enfant, travailler en collaboration avec des médecins psychiatres, travailler en collaboration avec toute une équipe. Voilà, je ne sais pas si je réponds à ta question. Si. Et dans l'idée effectivement d'appréhender la personne ou le jeune en tant que personne avant de juste en tant que malade, Isabelle Oujoula, être une personne pour un adolescent, c'est donc aussi être jeune, donc potentiellement aller vers des comportements, ce qu'on appelle à risque. On le voit dans le film, il y a la consommation de tabac, qui peut créer des disputes d'ailleurs avec les parents, mais ça peut être aussi éventuellement la consommation de drogue, d'alcool ou d'autres conduites à risque. Est-ce que c'est quelque chose qu'on observe fréquemment chez les personnes qui vivent avec une maladie chronique? Et est-ce que il y a des mécanismes spécifiques qui se jouent chez eux, ou est-ce que c'est exactement la même chose que chez d'autres adolescents? Oui, tu as démarré ta question en posant la question de la personne, justement, et pas du ou de la malade. Et
à ce titre-là, il n'y a aucune raison que les adolescents malades soient différents d'autres adolescents. Et effectivement, ça fait partie des choses aussi que j'avais relevées dans ce film. On voit bien certains comportements qui, suivant le regard qu'on porte sur eux, peuvent être des conduites à risque à essayer de contenir, ou bien des expérimentations normales à l'adolescence. Et effectivement, les adolescents malades, alors là, pour le coup, il y a beaucoup d'études sur ces questions-là qui nous montrent, on sait que les adolescents malades s'exposent aussi fréquemment que des adolescents non malades à des comportements, on peut qualifier de comportements à risque pour leur santé, que ce soit le tabac, comme tu dis, ou la consommation d'alcool, ou des rapports sexuels non protégés, ou d'autres choses. Et en fait, c'est aussi fréquent, mais quand ils ont ces comportements à risque, ils sont potentiellement plus mis en danger que des adolescents non malades. Et je crois que l'enjeu ici des soins et les enjeux de santé publique, c'est pas de dire, et pas de croire peut-être tout d'abord, parce que je pense que il peut y avoir une croyance comme ça chez certains que quand on est malade, par exemple si on est asthmatique, on pense que l'adolescent ne va pas fumer parce qu'il sait que ce n'est pas bon pour lui, ou que ça va exacerber son asthme, ou que si on est diabétique, il y a peut-être des choses auxquelles on va faire attention, et ce n'est pas forcément vrai. Et je pense qu'il y a une responsabilité aussi pour les soignants, pour les milieux de soins, les hôpitaux, etc., de pouvoir aborder ces questions de prévention plus générale, puisqu'ils ont une certaine autorité et légitimité en tant que soignants pour poser des questions ou aborder ces sujets. Ils sont des adultes, d'abord, avec lesquels les jeunes sont régulièrement en contact, avec les questions de suivi, etc. Et il y a des jeunes qui vont aborder ça d'eux-mêmes très spontanément avec leur médecin ou une infirmière, parce qu'ils se sentent en confiance, parce qu'ils osent dire, voilà, moi j'ai essayé le cannabis, par exemple, comment est-ce que ça interagit avec mon traitement, mais tous les adolescents ne le font pas. Et voilà, c'est la notion ici de promotion de la santé clinique ou de promotion de la santé en milieu de soins que je trouve vraiment très, très importante, en disant, c'est le milieu. Ici, on voit seulement l'hôpital dans ce film. On ne voit pas du tout la famille en interaction avec un médecin généraliste ou d'autres types de professionnels. À un moment, elle a l'air d'être hospitalisée à la maison. On peut imaginer qu'il y a d'autres soignants qui sont arrivés chez elle, mais on ne les voit pas. En tout cas, il y a des ellipses comme ça parfois dans ce film. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que comme on suit le cheminement pas forcément linéaire de la pensée et des émotions de cette jeune fille, il y a des choses qui ne sont pas dites. Mais du coup, voilà, tu revenais à ces comportements à risque. En fait, là, de nouveau, on est parfois confronté à une tension comme en tant qu'équipe de soins, pour ceux qui en font partie. Ce n'était pas mon cas, mais je travaille avec des soignants, avec un risque médical qu'on essaye de contenir. Et puis en même temps, et je pense que Isabelle Badeau pourra le confirmer ou partagera cela avec moi, c'est normal pour un adolescent, sur le plan psychique de son développement, à un moment d'expérimenter, de faire des choses et de ne pas être compliant, justement, au contraire. Et donc, il faut pouvoir réconcilier ça aussi et pouvoir aider peut-être l'adolescent, pas penser qu'il ne prendra pas de risque, mais pouvoir l'anticiper avec lui pour que il prenne ses risques et qu'il vive sa vie d'adolescent sans trop s'exposer pour sa maladie et pour être capable. Elle le dit aussi à un moment qu'elle a besoin d'être en contrôle, et être en contrôle, elle le dit au moment où elle change d'école, elle se retrouve dans une classe où on ne la voit pas comme malade et où elle peut vivre une vie comme les autres adolescents. Et c'est ça que ça signifie pour l'adolescent,
et pour d'autres personnes malades aussi, je crois, cette notion de contrôle, c'est vivre ma vie avec la maladie. C'est pas contrôler la maladie. Et l'objectif ici est différent. Et justement, Isabelle Badeau, si on se place côté équipe soignante, ce qui a été dit sur l'idée que l'adolescent puisse effectivement expérimenter certaines choses pour prendre le contrôle sur sa vie, en général, s'expérimenter, se connaître. J'imagine que pour l'équipe soignante, quand on a un enfant qui devient adolescent, qui commence du coup à changer de comportement, qui s'autonomise, mais qui donc potentiellement peut prendre des risques pour sa santé, pour lui-même, dont on n'est pas toujours sûr qu'il a les capacités pour les gérer ou pas. En tout cas, il y a une part d'inconnu. Comment on le vit ça comme équipe soignante, comme équipe qui accompagne, que ce soit vous en tant que psychologue ou ce que vous observez chez vos collègues, c'est quelque chose dont vous discutez, que vous avez vous gérez d'une manière spécifique? Alors oui, on en discute de toute façon, heureusement, on peut discuter en équipe, soit de manière formelle, soit de manière informelle, de tout ce qu'on peut observer. Moi, en tout cas, dans mon expérience, j'ai eu peu d'adolescents qui se mettaient vraiment en risque majeur, en tout cas dans la maladie, en cancérologie, parce que dans d'autres pathologies, par contre, j'ai des adolescents qui ont plus de problèmes de compliance dans des maladies chroniques de très longue durée. Et quand je vois aussi au niveau, donc on a une consultation qu'on appelle le SALTO, qui est une consultation de suivi à long terme de patients oncologiques, donc qui sont des patients qui sont adultes maintenant, qui ont été traités dans l'enfance. Quand j'ai la chance de pouvoir les revoir, en fait, une fois, quand ils reviennent à cette consultation, de pouvoir réfléchir un peu avec eux sur finalement quelle trace ça a laissé d'avoir traversé cette période particulière et si justement ils ont une attention plus particulière par rapport à leur santé ou pas. Il y a quand même une majorité qui a une attention particulière par rapport à sa santé, qui va même être dans la prévention par rapport à d'autres jeunes, qui vont être défendre des choses par rapport à l'alimentation, par rapport à la consommation de toutes sortes de produits, enfin, qui vont être très attentives. Et puis, c'est vrai qu'il y a une partie qui, comme dans toutes les populations, qui va être plus en disant, j'ai déjà, de toute façon, moi, il ne peut rien m'arriver. Je pense à un jeune adulte, toujours jeune adulte, mais qui disait, oh, mais moi, maintenant que j'ai battu ça, de toute façon, je peux tout battre. J'ai l'impression d'être un super héros. Je peux. Alors, des adolescents qui ont posé problème dans le service, on en a eu parfois, mais moi, j'ai le sentiment que c'est parfois quand il n'y a pas eu assez, et c'est là notre travail, c'est quand il n'y a pas eu assez de dialogue, en fait, où on n'a pas pris assez au sérieux le fait que on ne soigne pas un adolescent comme on soigne un enfant. Et donc, c'est important de lui laisser une place dès le départ, je pense, même dans l'annonce de diagnostic avec ses parents. Parce que sinon, les ados, ils se méfient. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe dans mon dos? Comment ça se fait que mes parents voient le médecin sans moi? Comment ça se fait? Est-ce qu'on me cache des choses? Est-ce que je peux faire confiance? Donc, pour moi, il y a... dans ce travail-là, c'est vraiment une question de la confiance, en fait, de l'adolescent par rapport à l'équipe soignante. Et par rapport à ses parents, évidemment. Mais donc, voilà, c'est souvent alors retourner vers l'adolescent pour essayer de comprendre et essayer de le rencontrer pour savoir finalement à quoi il essaye d'échapper, c'est quoi qu'il cherche. Alors, avant de revenir sur des éléments qui ont été dits dans ce que vous venez d'exprimer, je relais une question du chat. Alors, je ne sais pas si l'une d'entre vous pourrait y répondre. C'est la question, je cite, « Comment détecte-t-on les cancers chez les jeunes enfants ?» Alors, sachant que je ne suis pas sûr que l'une d'entre vous soit spécialiste de la question, mais voilà, comme ça, on relaie bien toutes les questions du chat, mais est-ce que peut-être de votre expérience, qu'est-ce que vous savez si chez le jeune enfant, dans le diagnostic, dans l'expertise clinique, il y a peut-être des choses spécifiques, des éléments auxquels être attentif, ou est-ce que c'est une question à laquelle vous ne pouvez pas répondre? Je ne sais pas qui veut se lancer. Je veux bien tenter un commentaire qui ne sera pas une réponse.
Parce que la réponse, effectivement, je ne l'ai pas, mais en tout cas, ce que ce film montre, c'est que le cancer de Rosemary a été détecté parce qu'il y avait des symptômes et que la mère était inquiète par rapport à ces symptômes. Et donc, elle a présenté son enfant et elle a insisté pour qu'on fasse des examens complémentaires. Et ça s'est avéré être un cancer. Et c'était probablement pas un cancer qu'on cherchait au départ. Voilà, moi, c'est le seul commentaire que j'aurais envie de faire par rapport à ça. Je ne sais pas si Isabelle va embrayer, je n'ai pas l'impression. Si. Non, enfin, en fait, je trouve que c'est une question difficile, mais auquel je pense que ce serait plus intéressant que ce soit un médecin qui réponde, parce que Oui. voilà, on pourrait en dire plein de choses par rapport à l'expérience, mais moi, je préfère laisser cette question à un médecin. Alors, autre sujet, la question de l'hôpital. Moi, en revoyant le film là, tout à l'heure, à un moment donné, on voit Rosemary, je ne sais pas, il y a un tableau et elle doit faire un commentaire sur l'hôpital. Alors, je vais la citer, désolé si je suis grossier, je crois qu'elle met une phrase du type « Pourquoi est-ce si chiant ici ?» Alors, ça montre que la représentation, et forcément, l'hôpital peut être associé à des soins, à de la douleur, à des choses difficiles. Isabelle Oujula, quand un adolescent rencontre éventuellement des difficultés dans son vécu de la maladie, etc., à qui peut-il s'adresser en dehors de l'hôpital? Est-ce qu'il existe des structures, des associations, des ressources en dehors de l'hôpital qui peuvent aider les adolescents dans cette vie avec la maladie? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, en tout cas autour de l'adolescent. D'abord sa famille, ses amis, il y a les services de santé scolaire qui interviennent aussi à l'école. L'école, on sait combien c'est important en cette période où ils en sont malheureusement privés, parce que ça permet de socialiser et d'apprendre, et de faire plein de choses. Voilà, je ne pense pas qu'il existe une structure spécialement estampillée soins pour adolescents malades en difficulté. Je pense qu'il y a des contacts qui se nouent aussi, une certaine forme de continuité entre l'hôpital et puis la première ligne quand c'est possible. Il y a des parents qui font des démarches pour que l'enfant vive des choses positives, mais quand il y a une maladie grave comme celle qui est montrée ici dans ce film, effectivement, il y a quand même beaucoup de contact avec l'hôpital. Et puis, je pense qu'il y a la possibilité pour les adolescents les plus en difficulté d'avoir un suivi plus personnalisé avec les psychologues qui vont au-delà des soins habituels prodigués si on se rend compte qu'il y a une difficulté particulière et puis une demande de l'adolescent en fait pour ça. Isabelle Badeau, vous, à l'hôpital, vous avez éventuellement des liens, je ne sais pas, avec les écoles, des associations sportives, des associations de patients. Quels liens vous faites? Alors, donc on a des liens avec les écoles, par exemple. Ça, c'est une des premières choses qu'on fait, c'est se mettre en lien avec les écoles. On discute beaucoup avec les enfants et les adolescents de l'importance peut-être d'aller rencontrer les jeunes dans les écoles, parce que c'est important que le lien se maintienne. C'est important que le lien se maintienne, et surtout pour les adolescents, c'est parfois des traitements qui sont très longs. On peut avoir des hospitalisations avec des retours à la maison, mais des hospitalisations avec des traitements intensifs qui vont durer plus de 6 mois. Donc, c'est vraiment important que les adolescents restent en lien avec leur classe, par exemple, ou avec les autres adolescents. On s'est rendu compte que c'était vraiment important d'aller à la rencontre de ces adolescents parce qu'ils vivent évidemment des choses aussi qui sont compliquées du jour au lendemain. On savait que ça pouvait arriver, mais ça arrivait aux autres et loin de nous. Ça arrive à un proche. Donc, ça fait peur. Ça amène parfois des angoisses, ça amène des questions. Et puis, il y a tout ce qui est raconté aussi. Quand on apprend dans une école qu'un enfant a une maladie grave, on sait que ce qui est véhiculé à l'extérieur, c'est souvent pas la réalité. Chacun y va de son interprétation et de ses expériences. Donc, on va à la rencontre des écoles, on propose des interventions pour aller expliquer en fait le diagnostic aux classes. Il y a aussi maintenant, on a la chance d'avoir ce système qui s'appelle Classroom, qui est une ASBL qui
permet la connexion des enfants avec leur classe. Donc, ils vont installer un système pour faire une vidéoconférence. Donc, ils vont installer une caméra et un ordinateur avec une caméra centrée sur le tableau pour que les jeunes puissent aussi non seulement suivre des cours, mais garder, et parfois on l'installe avec l'idée juste de pouvoir maintenir un lien en fait de l'adolescent avec sa classe et avec ses pairs. On va parfois à la demande des jeunes, à la rencontre des équipes sportives, de nouveau pour expliquer et pour recentraliser en fait l'information qui est donnée, qu'elle soit juste, que ce ne soit pas une information qui part dans tous les sens. Comme évidemment un diagnostic comme ça fait peur, donc souvent ça part dans tous les sens et donc les adolescents reçoivent parfois des choses très violentes parce que ça revient vers eux évidemment. Hein. Et donc, et tout ça, on en parle avec eux et c'est avec leur accord qu'on va à la rencontre des écoles et des équipes, enfin des différentes activités qu'ils ont, les scouts, enfin, toutes les activités qu'ils peuvent avoir sur l'extérieur. Ça fait écho pour moi à des choses que j'ai pu entendre parfois de la part d'adolescents malades dans le cadre d'entretien de recherche. Donc, c'est vraiment un cadre très, très différent de celui d'Isabelle Badeau, puisque dans ce cas-là, moi, je les vois une fois, peut-être une deuxième fois, suivant le protocole, mais c'est vraiment des entretiens ponctuels. Et effectivement, c'est très, dans ce que j'ai entendu, c'est très important ce lien qui peut être fait avec l'école et qui peut être facilité ou accompagné par l'équipe de soins. Et ce dont je me souviens aussi de ce qu'ont me rapporté les adolescents par rapport à ça, c'est que c'est très important pour eux qu'ils puissent être à l'origine de la décision de le faire, de cette communication. Voilà, c'est peut-être quelque chose que j'avais envie de souligner, c'est que parce que je suis sûre que c'est fait comme ça et c'est magnifique, mais tu ne l'as pas dit, donc voilà, c'est que c'est aussi un travail avec l'adolescent en amont pour pouvoir communiquer, et donc c'est cette notion d'autodétermination, de pouvoir être celui qui décide de à qui et comment je vais communiquer des choses sur ma maladie. Et c'est parfois une source de tension avec les parents, parce que les parents pourraient souhaiter que l'école, les enseignants, le ou les meilleurs amis soient informés pour pouvoir intervenir en cas des questions de sécurité, de danger, avoir des réactions. Donc, j'élargis à d'autres types de pathologies que le cancer ici, évidemment. Et l'enfant qui dit non, c'est pas le moment pour moi. Et voilà, ça fait partie aussi, ça fait l'objet de discussions avec l'équipe soignante entre les parents et les ados. Et puis, j'avais envie de rebondir tout à l'heure aussi sur cette notion de super-héros qui était amenée par Isabelle, parce que j'ai eu l'image comme ça d'une adolescente dont je me souviens que j'ai eu la chance de rencontrer dans le cadre d'un entretien de recherche, et puis qui s'est plantée devant moi elle était toute petite, avec un aplomb, elle m'a regardé et dit moi, de toute façon, oui, je vais vous parler de moi, il n'y a pas de problème, de toute façon, moi, je suis quelqu'un de pas normal. Et j'ai interrogé cette notion de pas normal, parce que c'est souvent vu comme quelque chose et ça l'est aussi, mais ça peut avoir différents sens. C'est pas seulement je suis pas normale, je suis différente des autres et j'en souffre. Ici, ce qu'elle voulait dire, c'est que avec tout ce que j'ai traversé, les opérations que j'ai eues, le fait que j'aurais pu mourir de la maladie que j'ai eue pendant l'enfance, eh bien, j'ai une force et un caractère exceptionnel qui me rend capable d'affronter beaucoup d'autres choses. Et dans ce sens-là, je suis vraiment pas comme les autres. Voilà, ça m'avait vraiment touchée, cette réflexion. Et par rapport au dispositif aussi, j'avais envie de souligner peut-être que c'est encore quelque chose que j'ai vu dans ce film, c'est ce journal intime qu'on voit défiler avec des collages et puis des dessins. Et voilà, c'est quelque chose d'extrêmement créatif, en fait, et qu'elle nous donne à voir, et parfois dans des interventions, alors que ce soit des interventions plus cliniques ou thérapeutiques avec les enfants et les adolescents, ou que ce soit dans
dans des interventions de recherche, on est amené aussi à utiliser ce genre de matériaux, de possibilités de s'exprimer autrement ou pas que avec des mots. La parole peut accompagner ou poursuivre ce genre de travail. Et je trouvais intéressant que ce soit montré aussi comme ça dans ce film, indirectement. En fait, c'est un film qui montre plein de petites choses et de grandes choses, mais de manière discrète. En fait, c'est un beau film pour ça, je trouve. Isabelle Ojoula, je rebondis peut-être parce que tu parles de ton travail de recherche. Je sais que tu as beaucoup travaillé sur les patients qui reçoivent une greffe, entre autres. Dans certains cas, ce sont les parents qui sont donneurs. Est-ce que ça peut encore changer quelque chose dans la relation parent-enfant qu'on évoquait peut-être au début de l'échange? Oui, ça peut changer quelque chose. Alors ici, dans ce film, elle a reçu une greffe, effectivement, mais c'est avec si je me souviens bien, des cellules souches qui lui ont été prélevées quand elle était enfant et donc on lui a greffé quand elle était adolescente. Effectivement, j'ai mené des recherches avec une équipe de transplantation hépatique pédiatrique où les greffes de foie peuvent être faites avec on va partir d'un donneur vivant parental qui donne une partie de son foie à son enfant, puisque le foie a la capacité de se régénérer chez l'adulte qui en fait le don à son enfant. Et voilà, c'est ce type de recherche que j'ai mené, c'est par des méthodes qualitatives, donc des entretiens sur des petits échantillons, etc. Et ça n'a aucune ambition d'être généralisé. Et donc, je ne suis pas du tout en train de dire que tous les enfants qui sont greffés avec un don qui vient d'un parent rencontrent ce genre de difficultés, mais certains peuvent les rencontrer. Et c'est étayé aussi par la littérature sur le sujet. On parlait en début de cette discussion du sentiment de redevabilité, voire de culpabilité qui peut habiter certains enfants. Ben effectivement, dans ces situations de greffe d'organes par donneur vivant, et puis peut-être aussi d'autres types de greffe dans les maladies oncologiques, il peut y avoir un sentiment de redevabilité qui vient compliquer la relation, qui est exactement comme le disait Isabelle Badeau au début. On le voyait très bien dans ce film. Il y a à la fois quelque chose de très fusionnel et en même temps le besoin de s'écarter l'un de l'autre, presque de se rejeter à certains moments. En tout cas ici, et je me souviens aussi dans le cadre de cette recherche que tu mentionnes, Maxime, c'était une question que les soignants eux-mêmes avaient. Les soignants, je me rappelle d'un médecin qui disait, mais moi, il y a une question que je me pose quand on les greffe tout petits comme ça, avec un greffon qui vient d'un des parents, ben, quand ils grandissent et qu'ils deviennent adolescents, comment est-ce qu'ils peuvent encore dire merde à leurs parents? C'était le terme qu'il avait utilisé, donc je mets des guillemets comme toi tout à l'heure, mais voilà, c'était une préoccupation aussi des soignants. Okay. Mais alors, oui, voilà, je termine juste pour dire que dans ce film particulier, ce qui m'a frappé aussi, c'est que la mère et la fille, elles peuvent se dire énormément de choses l'une et l'autre. Elles n'hésitent pas, finalement, on voit des moments très proches dans cette fusion, et puis des moments où elles se rejettent, mais elles peuvent se parler, elles peuvent se dire les choses, et on sent qu'elles sont quand même l'une et l'autre suffisamment assurées de l'amour de l'autre pour pouvoir se dire ces choses-là. Alors peut-être pour... Pardon. Non, vas-y. En disant, c'est d'ailleurs, voilà, dans nos services, il y a parfois beaucoup de violence verbale, en tout cas, et c'est souvent dirigé vers le parent, parce que c'est vrai que là, on est sûr que ce lien-là ne va pas casser simplement parce qu'il y a de la violence. Les enfants, ça montre, je trouve, la qualité du lien, en fait. C'est que l'enfant, il va pas agresser l'infirmière parce qu'elle, elle peut partir et puis il n'est pas sûr qu'elle va revenir. Mais le parent, il est sûr. Et donc, c'est oui, c'est vrai, ce lien, c'est la preuve que ce lien est fort. Alors, pour terminer probablement cet échange très riche, je vais relayer une question d'une spectatrice ou d'un spectateur. Je vais peut-être te la poser à toi, Isabelle Badeau.
La question est la suivante. Comment peut-on soutenir une famille d'amis qui vit la maladie de son enfant? Comment peut-on soutenir une famille d'amis? Moi, j'ai l'impression que, bah, déjà rester là et rester présent, c'est déjà un premier soutien. Être là et continuer à dire, «Je suis là, même si aujourd'hui tu n'as pas envie de me transmettre de l'information», parce qu'en fait, les familles autour, elles demandent beaucoup d'informations, elles téléphonent, elles essaient de soutenir, mais le parent, il est occupé et quand il n'est plus occupé par l'enfant malade, il rentre, il a beaucoup de travail, il a beaucoup de choses à faire et à la fois, ils sont très touchés, les parents, de tout le soutien qu'ils ont et à la fois, parfois, quand ils rentrent, par exemple, après une hospitalisation de 15 jours, ils ont juste envie de se poser en famille. Et puis, il y a des personnes qui viennent, qui ont envie de soutenir, qui font les choses avec plein de bonnes intentions, ça, j'en suis persuadée, mais où c'est parfois difficile, en fait, pour les familles de dire, mais non, pas maintenant, là, on a juste envie de se retrouver en couple, en famille, on a juste envie de se retrouver dans un petit noyau. Donc moi, je me dis qu'il faut rester attentif, être là, mais être là discrètement, être là en gardant, voilà, en étant là, en étant loin, en étant là et loin en même temps. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais en étant discret dans sa présence, en n'oubliant pas que ce que les parents ont parfois le plus besoin, c'est d'un soutien parfois pratique, aller chercher les autres enfants à l'école, préparer un repas, faire attention aux devoirs des frères et sœurs, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais les frères et sœurs, ils ont une vie qui est vraiment pas simple. Ils doivent se faire discrets, ils ont souvent des angoisses parce que finalement, pourquoi est-ce que la maladie ne les toucherait pas aussi? Ils ont peur de la contamination, même si on leur explique, hein, mais ils ont peur parce que quand on est petit, on a peur de la contamination. Ils ont peur pour leurs parents. Ils se questionnent par rapport à mais quelle place ils ont encore? Est-ce qu'ils existent, eux, en tant que personnes? Est-ce qu'ils existent en tant que frères et sœurs? Ils ont de la culpabilité par rapport à tous les liens compliqués qu'on a dans une fratrie, qui sont des liens normaux, hein, mais celui-là, des fois, j'ai souhaité qu'il disparaisse, et puis voilà qu'il est confronté à la maladie grave et qu'il est peut-être en danger de mort. Ils sont angoissés par rapport voilà, vraiment à tout ce qui se passe là, et pour moi, les amis, ils peuvent vraiment aider à ce niveau-là. Ils peuvent aider pas seulement auprès de l'enfant malade, mais auprès de sa fratrie. Ils peuvent être soutenants dans des choses très pratiques. Et puis, être là, simplement, envoyer un petit mot qui n'attend pas forcément un retour, mais qui fait signe d'une présence. Donc un soutien qui peut être multiple, à l'hôpital, dans la famille, chez les amis, à l'école. Oui, tout à fait. Bon, ben, je vous remercie en tout cas toutes les deux vivement d'avoir participé à cet échange. Pardon, c'était vraiment très riche. C'était le dernier débat, discussion de ce 14e édition du festival Images et Santé. Je vous donne rendez-vous à toutes et tous ce soir, 20h, cérémonie de clôture du festival. Suite à cette cérémonie de clôture, le film Coming Out qui a remporté le premier prix, le prix lauréat de la compétition internationale, sera diffusé pour connaître les autres lauréats des autres compétitions, des autres catégories. Rendez-vous à 20h ce soir. Voilà, merci à toutes et tous et à bientôt. Au revoir. Oui, au revoir.